Née dans l'une des familles les plus puissantes de l'histoire, Mariana ou Maria Anna était destinée à la grandeur, mais aussi à la tragédie. Mariée à son propre oncle alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle est devenue reine d'Espagne et a régné à travers la guerre, la trahison et le lent effondrement de sa lignée. Rejoignez-moi alors que nous explorons son histoire choquante et triste. Maria Anna est née la veille de Noël 1634 à Wiemannostadt, juste au sud de Vienne. Son père était l'archiduc Ferdinand d'Autriche, fils de Ferdinand II l'empereur du Saint-Empire romain et l'une des figures les plus puissantes d'Europe centrale. Le père de Maria Anna était également le roi de Hongrie et de Croatie, parmi les nombreux titres que les Habsbourg autrichiens avaient au XVIIe siècle. Juste 3 ans après la naissance de Maria Anna, son père hériterait du trône impérial. Cela signifiait que tous les enfants de Ferdinand deviendraient des pièces importantes dans les alliances matrimoniales, auxquelles toutes les familles royales d'Europe participaient à l'époque. Sa mère, Maria Anna d'Espagne, était la fille du roi Philippe III d'Espagne, faisant de Maria Anna le produit de 2 des familles royales les plus dominantes d'Europe. Mais leur union était plus qu'un simple mariage stratégique. C'était un mariage de sang. Maria et ses parents étaient des cousins proches, faisant partie de la pratique obsessionnelle de la consanguinité de la dynastie des Habsbourg pour garder le pouvoir au sein de la famille. Pendant plus d'1 siècle, 2 branches rivales de la maison de Habsbourg ont régné sur l'Autriche et l'Espagne, remontant à une division fatidique au début du XVIe siècle, lorsque 2 frères, Ferdinand et Charles, ont divisé le vaste empire des Habsbourg. Ce mariage incessant façonnerait le destin de Maria Anna, de manière imprévisible pour tous. Comme nous le verrons bientôt, le coût de cette tradition royale serait bien plus élevé que quiconque aurait pu l'imaginer, entraînant des conséquences choquantes et dévastatrices pour la vie de Maria Anna. Maria Anna a grandi et été éduquée en Autriche en temps de guerre. Son père était profondément impliqué dans un conflit brutal qui faisait rage depuis 1618, la tristement célèbre guerre de 30 ans, et il était déterminé à y mettre fin en 1645. Alors que les négociations de paix prenaient de l'ampleur, l'attention se portait sur l'avenir de Maria Anna. Plus précisément à son mariage, une pièce cruciale sur le grand échiquier des alliances des Habsbourg. Le plan était clair, elle épouserait un prince espagnol. L'homme en question était Balthazar Charles, prince d'Asturie et de Gérone. Il était le seul fils du roi Philippe IV d'Espagne de son premier mariage avec Élisabeth de France, qui était décédée en 1644. Mais il y avait un problème flagrant. Balthazar Charles était le cousin germain de Maria Anna, le fils du frère de sa mère, toujours pour les Habsbourg. De tels liens de parenté proches tenaient à guère un problème. En 1646, un accord a été conclu. Une fois que Maria Anna serait en âge dans quelques années, elle épouserait Balthazar qui était de 5 ans son aîné. Puis le destin a frappé. En octobre 1646, quelques semaines seulement après leur fiançailles, Balthazar Charles est tombé malade. Il est décédé peu de temps après, possiblement de la variole, quelques jours seulement avant son 17e anniversaire. Les fiançailles ont été brisées et l'Espagne s'est soudainement retrouvée sans héritier. Cela a créé une crise pour Philippe IV. Veuf sans successeur masculin, il a été soumis à une immense pression pour assurer la dynastie. Sa solution, une proposition choquante. Puisque Balthazar ne pouvait plus épouser Maria Anna, Philippe l'épouserait lui-même. Incroyablement, l'arrangement a été accepté. Le mariage a dû être retardé en raison du jeune âge de Maria Anna, mais le 7 octobre 1649, elle a épousé son oncle dans une église en dehors de Madrid. Elle n'avait que 14 ans, il en avait 44. Maria Anna a fait de son mieux pour s'adapter à la vie à Madrid. À seulement 14 ans, tête entendant, elle était maintenant reine consort du plus grand empire sur Terre. La domination de l'Espagne s'étendait à travers les Amériques, les Philippines et de vastes territoires au-delà, en faisant une véritable superpuissance mondiale. Son mari, Philippe IV, était connu à la cour sous le nom de Rey Planeta, le roi planète, un grand titre symbolisant la portée de son empire à travers le monde. Plongée au cœur de la royauté espagnole à un si jeune âge, Maria Anna n'a eu d'autre choix que de s'adapter rapidement.
Elle a maîtrisé l'espagnol, navigué dans la complexe politique de cour et s'est préparée pour un rôle bien plus grand. Bien qu'elle fût la femme de Philippe, elle deviendrait finalement le véritable pouvoir derrière le trône. Le mariage de Maria Anna et Philippe a vite donné naissance à des enfants. Leur premier enfant, Margaret Teresa, est né en 1651 et son destin reflétait celui de sa mère dans un acte étrange de répétition dynastique. À seulement 14 ans, elle a été envoyée à Vienne et a épousé nul autre que son oncle Léopold Prin, qui était le propre frère de Maria Anna. La tragédie a ensuite frappé lorsque deux de ses enfants, Maria Ambrosia et Ferdinand Thomas, sont morts en bas âge. Maria Anna et Philippe ont eu deux autres fils, Philippe Prospero, né en 1657, et Charles ou Carlos, né en 1661, mais le malheur a de nouveau frappé. Philippe Prospero est mort en 1661, laissant Charles comme leur dernier espoir pour le trône espagnol. Puis, en 1665, le monde de Maria Anna a changé pour toujours. Philippe IV, son mari et oncle, est mort, laissant derrière lui un empire brisé et un héritier fragile. Charles, à peine âgé de 4 ans, est devenu roi. Mais l'avenir de l'Espagne était loin d'être sûr, et Maria Anna s'apprêtait à prendre le devant de la scène lors de l'une des périodes les plus tumultueuses de son histoire. Il était clair dès le départ que Carlos, mieux connu dans l'histoire sous le nom de roi Charles II d'Espagne, ne serait pas en mesure de régner seul pendant de nombreuses années. À seulement 4 ans, il était bien trop jeune pour gouverner, et même lorsqu'il est devenu majeur, sa cour a été dominée par de puissants nobles jusqu'à la fin de son adolescence. Avec l'Espagne en quête désespérée d'un leader, une décision rapide a été prise. Maria Anna assurerait la régence pendant la minorité de son fils. En somme, elle est devenue la dirigeante de facto de l'Espagne, la monarque substitut jusqu'à ce que Charles accède au trône de son propre chef. Mais gouverner l'Espagne en tant que régente féminine dans l'une des cours les plus profondément patriarcales d'Europe n'était pas une tâche facile. Bien qu'elle ait porté le titre de régente, son autorité a été constamment contestée par les nobles espagnols seniors qui ont exercé une immense influence dans les années qui ont suivi. Maria Anna a affronté un grand défi en tant que régente. L'Espagne avait autrefois été la plus grande superpuissance du monde, son empire s'étendant à travers les Amériques, alimenté par l'or et l'argent apparemment sans fin des mines du Mexique, du Pérou et de la Bolivie, mais au XVIIe siècle, ces richesses commençaient à s'épuiser, et la stagnation politique de l'Espagne, les problèmes économiques et les troubles intérieurs devenaient impossibles à ignorer. Désormais, il revenait à Maria Anna d'inverser le déclin de l'Espagne, tout en gérant des guerres constantes qui épuisaient les ressources et le moral. L'un des conflits les plus longs était la guerre avec le Portugal, qui était sous la domination espagnole depuis 1580, mais qui s'était rebellé en 1640. Au moment où Maria Anna a pris le pouvoir, il était clair que la guerre était ingagnable, surtout que la France et l'Angleterre soutenaient les Portugais. Influencée par son conseiller jésuite, le cardinal Juan Everardo Notar, Maria Anna a pris une décision audacieuse. L'Espagne réduirait ses pertes. En 1668, elle a signé à la fois le traité d'Aix-la-Chapelle et le traité de Lisbonne, mettant fin à la guerre avec la France et le Portugal et reconnaissant officiellement l'indépendance du Portugal. Mais les problèmes de l'Espagne étaient loin d'être terminés. Juste 4 ans plus tard, la guerre a éclaté à nouveau, cette fois avec la France. La raison ? L'Espagne contrôlait toujours les Pays-Bas espagnols, l'actuelle Belgique et le Luxembourg, et le roi Louis XIV de France était déterminé à les saisir pour lui-même. Ainsi, la lutte pour la survie de l'Espagne était loin d'être terminée. Malgré la gravité des luttes internationales de l'Espagne, elles étaient dérisoires face à la crise domestique. En grandissant, il était clair que le roi Charles II, le seul fils survivant de Maria Anna, n'était pas en bonne santé. Les historiens et les experts médicaux débattent toujours de ce qui a exactement affligé Charles, mais les archives dressent un tableau sombre. Son corps ne s'est jamais complètement développé, il pouvait à peine marcher sans aide, avait une mâchoire de Habsbourg si extrême qu'il avait du mal à mâcher correctement la nourriture, et ses facultés mentales étaient gravement altérées. Il a vieilli prématurément, montrant des symptômes de démence dans la vingtaine, et a même commencé à perdre ses cheveux à cette époque. Pour ses contemporains, il était connu sous le nom d'El Reyes de Sado,
le roi ensorcelé, car beaucoup croyaient maintenant que ses innombrables problèmes physiques et intellectuels étaient vraiment le résultat de la sorcellerie. Mais la véritable cause d'inquiétude était plus sinistre. La condition de Charles était probablement le résultat d'une consanguinité sévère, qui avait affaibli la lignée des Habsbourg au fil des générations. Il a probablement souffert d'une combinaison de troubles génétiques incluant des déficiences hormonales, l'épilepsie, des déformations squelettiques et plus encore. Ce n'était pas une coïncidence. Maria Anna avait épousé son propre oncle et tous deux venaient d'une dynastie qui s'était mariée entre elles pendant des siècles. Le coefficient de consanguinité de Charles, une mesure de la similarité génétique entre ses parents, était étonnamment élevé. En fait, certaines estimations suggèrent que son patrimoine génétique était aussi consanguin que celui d'un enfant né de frères et sœurs. D'autres théories avancées par les chercheurs modernes comme cause de sa condition incluent une ou plusieurs maladies récessives autosomales et une infection herpétique contractée en tant que nourrisson causant une hydrocéphalie, qui est une accumulation excessive de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau. Dans les années 1670, il est devenu indéniable que Charles ne serait jamais capable de gouverner l'Espagne par lui-même. Déjà en difficulté sur la scène mondiale, l'Espagne a maintenant dû faire face à un cauchemar encore plus grand, un empire dirigé par un roi qui pouvait à peine fonctionner. Charles a été jugé majeur en 1675, lorsqu'il a eu 14 ans, et la longue régence de 10 ans de sa mère a pris fin. Cependant, les luttes factionnelles à la cour et l'incapacité manifeste de Charles à gouverner par lui-même ont vu Maria Anna orchestrer un arrangement par lequel la régence a été rétablie en 1677. Cependant, le retour au pouvoir de Maria Anna fut bref. Elle a été déjouée lorsque Jean-Joseph d'Autriche, le fils illégitime du défunt roi Philippe IV et donc le demi-frère de Charles II, a pris le contrôle de la régence. Cependant, il n'a régné que 2 ans avant son décès en 1679. Avec la mort de Jean, elle a repris la régence, redevenant ainsi la figure la plus puissante d'Espagne. Cette fois, elle garderait le pouvoir pour le reste de sa vie. L'une des plus grandes préoccupations de Maria Anna pendant la seconde régence était d'assurer l'avenir de la monarchie espagnole. Charles II était physiquement et mentalement inapte à gouverner, mais peut-être pourrait-il engendrer un héritier qui pourrait restaurer la dynastie. Déterminée à assurer cela, elle a organisé son mariage avec Marie-Louise d'Orléans, la nièce du roi Louis XIV de France, en 1679. Le mariage a été misérable pour Marie-Louise, et pire encore, il n'a produit aucun enfant. Après des années de sourdelle et de souffrance dans une cour étrangère, elle est décédée en 1689, probablement d'une appendice de naissance mendicante, bien que certains murmurent porter des rumeurs de poison. Déterminée à assurer un héritier, Maria Anna a organisé le remariage de Charles en quelques mois. Sa deuxième épouse, Maria Anna de Neubourg, était la fille d'un noble allemand, choisi pour la réputation de fertilité de sa famille. Eh bien, ses parents avaient 17 enfants, mais tout cela était en vain. Charles est resté sans héritier. Maria Anna a vécu des années très difficiles. Elle était constamment anxieuse à propos du déclin de l'Espagne, de l'état de son fils, de la dynastie des Habsbourg, et se disputait fréquemment avec sa belle-fille. Puis en 1692, sa petite-fille Maria Antonia d'Autriche est décédée à seulement 23 ans, portant un coup terrible à la reine déjà mélancolique. Au début des années 1690, il était douloureusement évident que Charles ne produirait jamais d'enfants. Sa santé s'est rapidement détériorée et beaucoup à la cour croyaient que sa mort était imminente. Pourtant, malgré cela, il a persisté pendant une autre décennie. Cependant, Maria Anna ne vivrait pas pour voir ses derniers jours. Au milieu des années 1690, elle semble avoir développé un cancer du sein. Après des années de lutte politique et d'efforts infructueux pour assurer l'avenir de l'Espagne, elle est sans décéder à Madrid le 16 mai 1696, à l'âge de 61 ans. Son œuvre de toute une vie, la préservation de la dynastie des Habsbourg, a finalement échoué et, comme nous le verrons, a plongé l'Europe dans une guerre catastrophique. Le seul enfant de Maria Anna ayant survécu était mort peu après elle.
Le 1er novembre 1700, Charles II, le roi ensorcelé, est mort à seulement 38 ans. Comme mentionné, son second mariage n'a produit aucun enfant, et avec sa mort, la dynastie des Habsbourg espagnols a pris fin. Pendant des années, la cour espagnole a été confrontée à la crise de succession imminente. Maria Anna a toujours favorisé sa propre famille, les Habsbourg autrichiens, comme les héritiers légitimes. Son candidat préféré était son neveu, l'archiduc Charles d'Autriche, un choix qui maintiendrait le règne des Habsbourg en Espagne sans unir l'Autriche et l'Espagne sous un seul dirigeant, un scénario que les autres puissances européennes n'accepteront jamais. Pourtant, avant sa mort, Charles II a renversé les souhaits de sa mère. Dans son dernier testament, il a nommé Philippe d'Anjou, le petit-fils du roi Louis XIV de France, comme son héritier. Philippe se trouvait également être l'arrière-petit-fils de Philippe IV, le défunt mari de Maria Anna, par son premier mariage. Ce conflit dynastique a déclenché une guerre à grande échelle. La guerre de succession d'Espagne a éclaté en 1701 alors que les nations les plus puissantes d'Europe se battaient pour le sort de l'Espagne. Le conflit durera 13 ans, impliquant presque toutes les grandes puissances européennes. La guerre s'est finalement terminée avec le traité d'Utrecht en 1713 qui a confirmé Philippe V un Bourbon comme roi d'Espagne. Cela a coûté cher. L'Espagne a perdu beaucoup de ses territoires européens et les Habsbourg ont été définitivement exclus du trône espagnol. Ainsi, pendant près de 2 décennies après sa mort, les conséquences du mariage de Maria Anna et du sort tragique de son fils ont jeté une longue ombre sur l'Europe, malgré tous ses efforts pour prévenir une telle catastrophe. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Maria Anna d'Autriche, la mère du roi Charles II d'Espagne. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de la vie en bas dans les commentaires, et si vous avez d'autres suggestions, faites-le moi savoir également en bas dans les commentaires. J'espère que vous êtes tous abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les télécharge. En tout cas, c'est tout pour moi. Alors je vous verrai tous dans la prochaine vie oubliée. Merci.